Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle question philosophique. La solitude est-elle une liberté? La solitude, qu'elle soit choisie ou subie, est une expérience universelle qui interroge notre rapport à la liberté. Être seul, est-ce s'affranchir des contraintes sociales et accéder à une autonomie authentique, ou est-ce au contraire se couper d'une dimension essentielle de l'existence humaine, celle du lien avec autrui? Cette question, au cœur de la philosophie, touche à la fois à l'intériorité de l'individu et à sa place dans le monde. Pour y répondre, nous adopterons une approche dialectique. Tout d'abord, nous verrons que la solitude peut être une forme de liberté en nous appuyant sur des penseurs comme Rousseau et Nietzsche. Ensuite, nous explorerons les limites de cette vision à travers les perspectives de Sartre et Arendt, qui mettent en lumière les dangers de l'isolement. La solitude peut être considérée comme une liberté dans la mesure où elle permet à l'individu de s'émanciper des influences extérieures et de se reconnecter à son moi authentique. Jean-Jacques Rousseau, dans Les Rêveries du promeneur solitaire, 1776-1778, célèbre la solitude comme un retour à l'état naturel, où l'homme échappe aux chaînes de la société. Pour Rousseau, la société corrompt l'individu en l'éloignant de ses désirs authentiques, en imposant des conventions et des jugements qui entravent sa liberté. Dans la solitude, l'individu retrouve une forme d'indépendance originelle, un espace où il peut méditer, contempler la nature et se libérer des pressions sociales. Rousseau décrit ces promenades solitaires comme des moments de plénitude où il se sent libre comme un dieu, détaché des attentes d'autrui. De même, Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885, fait de la solitude une condition nécessaire à la création et à l'affirmation de soi. Pour Nietzsche, la liberté véritable réside dans la capacité à transcender les valeurs collectives imposées par la société, ce qu'il appelle la morale du troupeau. La solitude est alors l'espace où l'individu, tel le surhumain, peut forger ses propres valeurs, loin du vacarme des grands hommes et des aiguillons des petits. Zarathustra, en se retirant dans les montagnes, incarne cette solitude créatrice qui permet de penser librement et de s'élever au-dessus des conformismes. Quelques exemples: un écrivain ou un artiste qui s'isole pour créer une œuvre originale illustre cette liberté. Par exemple, Marcel Proust, en s'enfermant dans sa chambre tapissée de liège pour écrire À la recherche du temps perdu, a transformé la solitude en un espace de création libéré des distractions mondaines. Dans un contexte contemporain, un individu qui pratique la méditation en retraite solitaire peut trouver dans cet isolement une liberté intérieure, un moment pour se recentrer sur ses valeurs et échapper aux injonctions sociales, comme la course à la productivité ou à la reconnaissance. La solitude serait donc une liberté car elle offre un refuge contre les aliénations sociales et un terrain fertile pour l'autonomie, la réflexion et la créativité. Elle permet à l'individu de se soustraire aux normes imposées et de se réapproprier son existence, comme le soulignent Rousseau et Nietzsche. Cependant, la solitude peut aussi être perçue comme une limitation de la liberté, car l'homme est un être fondamentalement social dont l'épanouissement dépend du lien avec autrui. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, en 1943, développe l'idée que la liberté humaine est indissociable de la responsabilité et de l'angoisse qu'elle engendre. Pour Sartre, l'homme est condamné à être libre, c'est-à-dire qu'il doit assumer ses choix sans pouvoir s'appuyer sur des vérités absolues. La solitude, dans ce cadre, n'est pas une liberté joyeuse, mais un face-à-face douloureux avec l'absurde de l'existence. Dans sa pièce Huis clos, en 1944, Sartre illustre cette idée en montrant que l'enfer, c'est les autres, mais aussi que l'individu ne peut se définir sans le regard d'autrui. La solitude totale, loin de libérer, devient une forme d'aliénation, car elle prive l'individu du dialogue et de la reconnaissance nécessaire à la construction de son identité. Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, en 1958, apporte une autre perspective critique. Elle distingue la solitude qu'elle voit comme un état productif où l'individu dialogue avec lui-même de l'isolement qui coupe l'individu du monde.
Si la solitude peut être libératrice, en favorisant la pensée, un isolement prolongé devient destructeur car il prive l'individu de la sphère publique, où la liberté s'exprime à travers l'action collective et le partage des idées. Pour Arendt, l'homme est un animal politique, concept qu'elle reprendra d'Aristote, et sa liberté ne peut s'accomplir pleinement qu'en relation avec les autres. Aristote le montrait très bien par cette sentence: celui qui peut vivre sans la cité est soit une bête, soit un dieu. La solitude excessive risque donc de limiter la capacité de l'individu à agir dans le monde et à donner un sens à son existence. Parce que la pensée a besoin d'être confrontée à l'autre pour être questionnée et donc évoluer. Quelques exemples. Une personne vivant en ermite, comme certains moines ou ascètes, peut initialement ressentir une forme de liberté dans la solitude, mais risque à long terme de souffrir d'un manque de lien social, pouvant mener à la dépression ou à un sentiment d'absurde, comme le décrit Sartre. Ou dans le monde moderne, les phénomènes d'isolement social, exacerbés par les réseaux sociaux ou le travail à distance, montrent que la solitude prolongée peut engendrer un sentiment d'aliénation où l'individu se sent déconnecté de la communauté et privé de reconnaissance. De ce phénomène naît une solitude stérile qui ne nourrit pas l'âme, mais les ruminations et enferme dans un cycle empêchant toute élévation. La solitude, donc, lorsqu'elle devient isolement, restreint la liberté en coupant l'individu de la dimension relationnelle et politique de l'existence. Comme le montrent Sartre et Arendt, l'homme ne peut pleinement exercer sa liberté sans les autres, qui sont à la fois un miroir et un espace d'action. Pour conclure, nous pouvons dire que la solitude est donc une liberté ambivalente, à la fois source d'autonomie et défi existentiel. D'un côté, elle offre un espace précieux pour la réflexion, la création et l'affirmation de soi, comme le soulignent Rousseau et Nietzsche. En se retirant du monde, l'individu peut échapper aux pressions sociales, se reconnecter à ses désirs profonds et forger une pensée indépendante. La solitude choisie, comme dans les retraites spirituelles ou les moments de recueillement, est un acte de liberté qui permet de se réapproprier son intériorité. D'un autre côté, Sartre et Arendt rappellent que la liberté humaine ne peut se réaliser pleinement sans les autres. La solitude, si elle devient un isolement durable, risque de priver l'individu de la reconnaissance, du dialogue et de l'action collective qui sont essentiels à son épanouissement. La liberté véritable réside dans un équilibre entre ces deux pôles. La solitude comme un moment de recul pour mieux penser et créer, et le retour à la communauté pour agir et donner un sens à cette liberté. Un philosophe comme Socrate, selon Arendt, incarne cet équilibre. En pratiquant le dialogue intérieur dans la solitude, il cultivait une pensée critique, mais il retournait toujours à l'agora pour débattre avec ses concitoyens, transformant sa réflexion solitaire en action publique. De même, dans nos vies contemporaines, alterner des moments de solitude, lecture, méditation, création, avec des interactions sociales, collaboration, discussion, permet de concilier autonomie et appartenance. La solitude est une liberté lorsqu'elle est un choix conscient et temporaire, un espace de ressourcement qui enrichit la pensée et prépare un engagement dans le monde. Cependant, elle ne peut être une fin en soi, car l'homme, être social et politique, ne trouve sa pleine liberté que dans le dialogue et l'action avec autrui. La solitude est donc un passage, une étape nécessaire dans la quête d'une liberté authentique, mais elle doit rester en tension avec le besoin fondamental de lien et de reconnaissance. La solitude ne peut se résumer à un objet d'ambivalence, mais réside davantage dans la capacité de l'individu à l'éprouver pleinement de manière honnête et juste. Car la solitude volontaire demande le courage de se confronter à soi-même, au-delà de toutes les résistances que l'homme peut appliquer à sa propre pensée. Ainsi, l'homme qui n'est pas armé face à lui-même aura besoin de l'autre pour nourrir sa pensée et pour la confronter à ses résistances personnelles. Pour ouvrir la réflexion sur ce sujet, quelques questions. Peut-on être seul au milieu d'une foule? Peut-on s'accomplir pleinement en tant qu'humain dans la solitude? Le dialogue intérieur naît-il obligatoirement de la solitude?
A-t-on besoin d'être seul pour créer? Je vous laisse répondre à ces questionnements en commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à partager votre expérience personnelle par rapport à ce sujet. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines réflexions philosophiques, et d'ici là, prenez soin de vous.